L'armure d'un simple légionnaire romain. Dureté 270 unités vicaires. L'armure d'un prince, 1000 ans plus tard, 164 unités. Un simple clou en acier moderne plus solide qu'une cotte de maille princière. Comment la civilisation a-t-elle pu perdre ce qui semblait inébranlable? Et surtout, comment cela a-t-il pu arriver en une seule génération? Aujourd'hui, vous allez découvrir 3 faits sidérants. 1. Pourquoi, du temps de Trajan, le légionnaire portait une armure plus propre et plus solide que celle d'un prince du XIIe siècle? Et ce qu'est la soudure multicouche qui a disparu pendant 900 ans. 2. Combien de saleté il y avait dans le métal d'un prince par rapport à celui d'un simple soldat romain, et comment cette différence décidait qui survivait au combat et qui n'en revenait pas. 3. Ce qui s'est passé le jour où la dernière ville romaine est tombée et pourquoi le savoir a disparu en une génération. Atelier d'armes sur la frontière de Germanie, 1er siècle après Jésus-Christ. L'air est épais, saturé de métal chauffé à blanc et de sueur. Ici, pas de place pour l'alchimie, seulement le calcul froid. Un forgeron syrien prend 2 bandes de métal. Ses ancêtres travaillent le fer depuis des siècles. L'une est douce, peu chargée en carbone, l'autre dure, bien carburée. Il ne connaît pas les mots métallographie ou teneur en laitier, mais il sait l'essentiel. L'alliage tendre encaisse les chocs, le dur tient le tranchant. Il les porte à la forge jusqu'à ce qu'elles jaunissent de chaleur, les pose l'une sur l'autre et commence à frapper, pas au hasard, au rythme, coup après coup. Ce n'est plus de la simple forge, c'est de la soudure au marteau. 2 matériaux aux propriétés différentes deviennent un tout, une plaque bimétallique. Beaucoup de cuirasses de type lorica segmentata comportent non pas une, mais 2, parfois 3 couches. La couche externe, très dure, rencontre la lame ennemie. La couche médiane, plus élastique, amortit l'énergie du coup et empêche la plaque de se fissurer. La couche interne, la plus douce, repose sur la tunique. Elle ne lacère pas le corps du légionnaire quand il bouge brusquement. C'est une solution d'ingénierie en avance sur son temps de 15 siècles. Au microscope, c'est encore plus impressionnant. La teneur en laitier, ces inclusions non métalliques, cette saleté qui rend l'acier cassant, dans l'armure romaine descend souvent sous 0,5%. Et parfois, elle est tout simplement absente. Ce niveau de pureté, la production de masse européenne ne l'atteindra qu'à la Renaissance. Retenez, 0,5% de laitier dans l'armure romaine. Maintenant, le nombre suivant. Dans l'armure d'un prince du XIIe siècle, 5%, 10 fois plus sale. Dans une minute, vous verrez ce que cela signifiait pour sa survie. Comparons les catégories de poids. 9 kg pour l'armure romaine, 15 pour la cotte de maille du chevalier. Le légionnaire portait le poids d'un ordinateur portable. Le chevalier, celui d'un chien adulte. Chaque segment, de l'épaule à la taille, était ajusté avec des tolérances minimales. Le légionnaire pouvait tomber, rouler au sol et se relever instantanément en formation. Son armure tournait autour de 9 kg, presque 2 fois moins qu'une cotte de maille tardive. Mais elle le protégeait incomparablement mieux des coups d'estoc comme des coups de taille. Dureté moyenne de l'armure romaine, 240 à 270 unités vicaires. Gardez ces chiffres en tête, nous y reviendrons quand nous plongerons dans le Xe siècle boueux. Là, même les princes portent des choses que ce forgeron syrien aurait renvoyées à la refonte sans hésiter. Lui fabriquait des armes pour un empire, pas des amulettes pour barbares. Armure romaine, 270 unités de dureté, 9 kg, 0,5% de laitier. Et que portaient les princes médiévaux? Ce que ce même Syrien aurait jeté au four. Les chiffres vont vous choquer. Passons au Xe siècle. Prague. Château de Prague, trésor de la cathédrale Saint-Guy. Ici est conservée une relique, la cotte de maille attribuée à saint Wenceslas. Rivets dorés, maille parfaite. Symbole de pouvoir. On a l'impression d'être face au sommet de l'art des armuriers. Illusion. L'alliage de cette cotte princière est monstrueusement sale. Jusqu'à 5% de son volume, c'est du laitier. Pas des impuretés, de la saleté. Imaginez 5% des pièces de votre moteur de voiture remplacées par de la poussière pressée. Combien de temps roulera-t-il? Les chiffres. Dureté de cette cotte. En moyenne, 164 unités vicaires. À titre de comparaison, la dureté d'un clou en acier moderne tourne autour de 300 unités.
et l'armure romaine donnait 240 à 270. Un simple clou d'aujourd'hui plus solide qu'une armure princière. Laissez bien cela descendre. Un clou. Le prince a payé cette cote l'équivalent de 3 villages, terres et paysans compris. Et il a reçu un produit inférieur à un vulgaire clou de fer. Le calcul est simple. L'armure d'un soldat romain était presque 2 fois plus résistante que l'armure d'un prince médiéval. Stop. Vous venez d'entendre parler d'un prince. Mais voilà ce que personne ne souligne. Pendant 7 siècles, toute l'élite guerrière d'Europe a porté ce genre d'armure. 700 ans, en armure inférieure à celle de Rome. L'ampleur de la catastrophe va maintenant apparaître. Et encore, là on parle du haut de gamme. Qu'en était-il des hommes du rang? Pendant près de 700 ans après la chute de Rome, la technologie recule. On simplifie tout. Au lieu de soudure multicouche complexe, du fer simple. Au lieu d'un forgeage patient qui resserre la structure, une maille rivetée au plus vite. Rapide, bon marché et mortellement risquée. Imaginez maintenant une scène banale. Un forgeron tente de réparer cette cote princière. Il chauffe une zone abîmée pour redresser les anneaux. Au lieu de devenir plastique, l'alliage s'effrite sous le marteau. Ces 5% de saleté sont autant de lignes de rupture microscopiques. Chauffée et frappée, elle se comporte comme les pointillés d'une feuille à détacher. Les anneaux éclatent. Ce qui devrait être solide se déchire sous la contrainte. Un coup que la segmentata romaine aurait simplement renvoyé devient fatal aux chevaliers. Mais comment en est-on arrivé là? Comment perd-on une technologie gravée dans l'acier? Vous allez voir la mort d'un savoir-faire en temps réel. Comment perdre ce qui semble gravé dans le métal? Très simplement. Le savoir ne vit pas dans l'acier, il vit dans les hommes et il meurt avec eux. Imaginez en 450 après Jésus-Christ, Gaule, atelier d'État, fabrica. 10 ans plus tôt, le lieu grouillait, des centaines d'ouvriers, le rythme des marteaux, les livraisons de bons minerais noriques commandés par Rome. Aujourd'hui, silence. Le maître armurier regarde sa forge qui refroidit. Son père lui a enseigné l'art de la soudure multicouche. Son grand-père a fondé l'atelier. Il devait transmettre ce savoir à son fils. Mais son fils est mort lors d'un raid l'année précédente. Les jeunes apprentis se sont éparpillés dès que les soldes ont cessé de tomber. Il n'a plus personne à qui transmettre. Plus personne ne connaît exactement les températures de chauffe. Plus personne ne se souvient des proportions de fer doux et dur. Plus personne ne compte les coups de marteau nécessaires pour une soudure parfaite. Ce n'est pas arrivé en un jour, c'est un effondrement lent. D'abord, les convois de minerais venus d'Espagne s'arrêtent. Puis, l'étain de Bretagne. Les ateliers basculent sur le minerai de marais local, sale, cassant. Ensuite cessent les commandes des légions, parce que les légions n'existent plus. L'Empire, gigantesque mécanisme qui assurait la chaîne complète de la mine aux soldats, a implosé. Et avec lui, le système de transmission du savoir-faire. Derrière le mur, des cris, les barbares. Le maître regarde ses mains, qui se souviennent encore de fabriquer un acier parfait. Son art mourra avec lui. Ses petits-fils porteront de l'armure en crasse. Il est le dernier. Le feu de sa forge s'éteint. Et cette nuit-là est tombée sur la technologie militaire de l'Europe pour des siècles. Le prix de cet oubli, on ne le compte pas en pièces d'or, on le compte en morts. Quel est le prix de cette régression? Ce n'est pas de l'argent, c'est des chances de survie. Hastings 1066. Infanterie anglo-saxonne et chevaliers normands, tous en cotte de maille. L'armure arrête les flèches qui ricochent, mais voilà qu'un coup d'épée direct s'abat sur l'épaule. Et là, la différence de qualité décide. Les anneaux en alliage crasseux, parcourus de lignes de laitier, ne tiennent pas la pression. Le rivet saute, la maille s'ouvre, un trou se forme dans lequel la pointe se loge. Là où une bonne armure romaine, pure et bien soudée, aurait résisté, celle-ci trahit son porteur. Et le plus terrible, le guerrier croit être protégé. Il va au combat en confiance, il confie sa vie à cette armure. Et l'armure le trahit parce que la technologie a été perdue 6 siècles plus tôt. C'est cette maille percée qui décide de sa mort, pas la supériorité de l'ennemi, l'ignorance de son époque. L'armure médiévale protégeait, mais elle protégeait moins bien qu'elle aurait pu.
Chaque pourcent de laitier, chaque cinquantaine d'unités de dureté perdue, ce sont des situations où un légionnaire romain aurait survécu et où un guerrier médiéval a pu ne jamais rentrer. Ce n'est pas de l'impuissance, c'est de l'incertitude. Vous ne savez pas si votre armure tiendra le prochain choc ou si elle éclatera, vous trahissant. Les Romains réduisaient au maximum ce facteur hasard grâce à leur technique. Le Moyen-Âge les a oubliés, et ce sont des vies qui ont payé. 900 ans plus tard, l'Europe finit enfin par rattraper Rome, et ensuite replonge. Dernier paradoxe. Les siècles passent. Royaume barbare, âge viking, croisade, tout ce temps, les meilleurs chevaliers d'Europe portent des armures inférieures à celles d'un simple légionnaire. Ce n'est qu'au XIVe siècle, près de 900 ans après la chute de l'Empire romain d'Occident, qu'un déclic se produit. Dans les ateliers de Milan et d'Augsbourg, les forgerons expérimentent. Les martinets hydrauliques, mus par les rivières, permettent de mieux battre le métal, de chasser le laitier. Les fours montent plus haut en température, les alliages deviennent plus propres. Un grand seigneur commande une nouvelle armure. Le maître trempe les plaques, plonge l'acier au rouge dans l'huile pour atteindre la dureté voulue. La qualité de ces armures sur mesure rivalise enfin avec ce que les Romains produisaient en série. Mais elle ne concerne que l'1%, roi et grand-duc. Le fantassin moyen, lui, traîne toujours sa vieille maille sale. 15e, 16e siècle. Armure gothique et maximilienne, œuvre d'art. La dureté des plaques atteint 350-400 unités, plus élevée que celle de Rome. Triomphe? Pas vraiment. Avec les armes à feu, cette dureté devient un piège. L'acier trempé est aussi cassant que du verre. Il ne sait pas absorber l'énergie d'une balle, il éclate en fragments. Les éclats, mêlés au plomb, pénètrent dans le corps et causent des blessures atroces. Le cercle se referme. Pour se protéger des balles, les armuriers épaississent et adoucissent l'acier. Et les cuirasses de masse du XVIIe siècle, en termes de qualité, dépassent à peine la bonne vieille Lorica segmentata. Souvenez-vous du prince et de sa cotte valant 3 villages. C'est son armure percée qui a décidé de son sort, en dessous du niveau romain. Son arrière-petit-fils, au XVe siècle, lui, enfin, porte quelque chose de meilleur que Rome. Et son arrière-arrière-petit-fils, au XVIIe, recule à nouveau. Un cycle qui montre à quel point la civilisation est fragile. Voilà donc près d'un millénaire de régression. L'histoire de l'armure n'est pas une ligne droite allant du primitif au parfait. C'est le récit de la manière dont une civilisation peut perdre ce qui semblait acquis pour toujours. L'Empire romain fabriquait en série une armure dont la qualité n'a été dépassée en masse que 900 ans plus tard. Puis cette maîtrise a de nouveau été sacrifiée. Cette histoire ne parle pas d'acier, elle parle de fragilité du savoir. Il suffit d'une génération pour l'effacer si le système qui le porte s'écroule, logistique, économie, État. On aime se dire que le progrès est irréversible. Il ne l'est pas. La prochaine fois que vous verrez au cinéma un chevalier en armure rutilante, posez-vous la question. Est-il vraiment mieux protégé que le simple légionnaire qui gardait le mur d'Adrien ? Prochaine question. Comment Rome formait-elle ces légionnaires qui portaient une telle armure ? Là, l'histoire est encore plus folle. École de type gladiateur pour soldats, 40% de mortalité et des méthodes que les forces spéciales modernes reprennent. La vidéo sort vendredi. Abonnez-vous et dites en commentaire. Quelle technologie romaine doit-on décortiquer ensuite? Les machines de siège ou l'entraînement des légionnaires? Votre choix décidera de la suite. Et écrivez quel chiffre vous a la plus choqué dans cette vidéo. Les 164 unités de l'armure du prince ou les 5% de laitier dans la maille de l'élite.